Donc, je pense qu'il y a un premier point qui est la vision, non pas française, mais la vision des médias français. En particulier, il y a une chaîne de médias, qui est une chaîne privée, qui s'est transformée en Télé-Ukraine, qui reprend de manière absolument acritique l'ensemble du discours ukrainien. Quelle est-elle ? Vous voulez qu'on le dise ? Je pense que tout le monde saura. Il s'agit de LCI. Bon. Il y a aussi les révolutions de couleur. Alors, les révolutions de couleur, oui, mais elles se passent dans des cadres démocratiques. Et ça ne pourrait pas être le cas en Russie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pays, si vous voulez, il n'y a pas de parti représentant un point de vue pro-occidental qui existe. La société russe est majoritairement pro-Poutine. Elle n'est pas pro-Poutine. Elle est majoritairement anti-occidentale. Avec d'ailleurs des courants dans cette population qui sont beaucoup plus radicaux que Vladimir Poutine, ou disons que les gens de Russie unie, hein, pour le dire vite. Bon, si on prend aujourd'hui l'état d'esprit de la population russe, d'abord, il y a une chose importante. Il y a une vraie fracture générationnelle. C'est-à-dire que chez les gens de plus de 50 ou de plus de 55 ans, il y a une forme de soutien à Vladimir Poutine, à la politique actuelle, mais qui est un soutien modéré. Et d'ailleurs, ce soutien, il s'est cristallisé au fur et à mesure que les pays de l'OTAN soutenaient de plus en plus le gouvernement ukrainien. Ça, c'est vraiment un produit de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du changement dans la nature de cette guerre. Et puis vous avez les gens plus jeunes. Et moi, je suis très frappé que chez les plus jeunes, il y a une forme de consensus nationaliste très virulent qui se développe. Parce que ceux qui étaient opposés sont partis peut-être, non ? Oui, mais combien sont partis ? Combien ? On n'évoque pas 700 000 personnes ? Alors, moi j'ai regardé les chiffres du marché du travail. Ce que je peux dire, c'est que il y a au plus 500 000 personnes qui sont parties. Au plus. Ça fait beaucoup. Beaucoup et pas beaucoup. Hein. On parle d'un marché du travail de 70 millions. Hein, donc c'est au plus. C'est majoritairement plutôt des cerveaux, des élites, non, qui sont partis. Alors, oui. Dans quel secteur travaillait-il ? On parle beaucoup de l'informatique. Quand on discute avec des responsables de sociétés informatiques, ils estiment que ça représente entre 5 et 7%. Par contre, il y a des secteurs de l'économie qui ont été réellement touchés. Alors d'abord, les arts et spectacles. Le secteur créatif. Ah, le secteur créatif, oui, il était très touché. Et après, je dirais le secteur du design, qui était un secteur, alors c'était pas connu en France, mais qui était un secteur extrêmement dynamique en Russie. Donc finalement, ce qu'on appelle en France les bobos sont partis, c'est ça ? Globalement, oui. Globalement, oui. Bon, et d'ailleurs, certains des jeunes informaticiens qui sont partis sont pas partis très loin. Ils sont en Arménie. Et ils continuent de travailler pour l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Et là, vous savez que, évidemment, dans l'informatique ou dans l'électronique, c'est très facile de faire du télétravail. Le type de guerre menée par l'armée russe, qui est une guerre essentiellement d'artillerie, hein, si vous voulez, la guerre qui correspond d'ailleurs aux faibles effectifs russes. L'armée russe ne va pas attaquer en grande unité parce que elle n'a pas le nombre et elle va plutôt grignoter par l'artillerie les forces ukrainiennes. Mais là, il doit y avoir des pertes énormes. J'ai plusieurs amis qui suivent les réseaux TikTok ukrainiens.
et qui disent que les soldats eux-mêmes se plaignent beaucoup et disent que leur unité a eu de 50 à 60% de pertes. Donc, il est clair qu'il y a aujourd'hui énormément de pertes au niveau ukrainien, et qu'à un moment donné, le gouvernement ukrainien va être confronté au fait qu'il ne peut pas continuer la guerre. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a annoncé le doublement du budget militaire français, 413 milliards d'euros en 2030. Est-ce que ça veut dire finalement l'économie de guerre? Et est-ce que vous êtes favorable à ça? Alors, je pense que, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement français est tellement réticent au fait de livrer des Leclerc, on est au-delà de l'os. Hein. Moi, les chiffres que j'ai... Alors, le chiffre des Leclerc est connu. Hein, c'est on aurait 226. 227. Le Leclerc n'est plus produit depuis 2006. Donc, ça fait 17 ans. Et on attend en 2040 la livraison d'un... Tout à fait. Ça a été une folie de fermer la chaîne. Elle aurait dû être maintenue, même fonctionnant à très bas niveau, si vous voulez, mais de manière à pouvoir, le cas échéant, remonter très vite. Bon, c'est une folie. Et alors, ce qui est très grave, c'est qu'en termes de munitions, tous les pays de l'OTAN sont à l'os. La France a, pour 1 jour et demi, si on prend les niveaux de tir en Ukraine, on aurait pour 1 jour et demi. Et la RAND vient de publier une étude où ils disent que même après les récentes augmentations, la capacité annuelle des États-Unis est l'équivalent de 6 semaines de consommation par l'armée ukrainienne. Il y a un gros problème. Nous-mêmes, nous sommes à l'os. Enfin, l'OTAN est à l'os. Récemment, le gouvernement ukrainien a déplacé des stocks de Corée et du Pakistan, alors provoquant d'ailleurs une vive réaction des militaires coréens. Et oh, vous nous laissez sans munitions face au dingue qui est en face, on a un problème. Bon, voilà, tout le monde sait qu'on va arriver à une forme de pénurie générale de munitions, de missiles, de matériel dans les semaines qui viennent. Nous posions la question il y a quelques jours au général Trinquant, et je vous la repose aujourd'hui. Dans quelle mesure les fournitures d'armes occidentales à l'Ukraine vont-elles mettre en difficulté les stocks de l'armée française? C'est rien. Si vous voulez, ça c'est... Alors, 2 choses. En termes de décision, c'est une décision qui peut parfaitement se comprendre, qu'on peut trouver justifiée, mais c'est pas une réponse à la guerre en Ukraine, et c'est certainement pas une économie de guerre. Nous allons revenir à un niveau proche des années 90 dans 6 ans, dans 7 ans. Bon, c'est... oui, alors après, si vous voulez, on peut en discuter, on peut dire oui, c'est ce qu'il faut faire. L'armée française ne va plus être une armée de projection de force, mais va revenir sur des scénarios de guerre à haute intensité en Europe. Bon, très bien. Mais dans 7 ans, bon, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors, on est obligé de prendre, si vous voulez, des indicateurs un peu approximatifs. Mais on voit bien que les usines d'armement tournent en 3-8. On le voit, si vous voulez, de manière très simple. Vous regardez la hausse des salaires dans la région de l'Oural, ou dans la région de la Sibérie occidentale, là où il y a les principales usines militaires. Et vous voyez que les salaires ont augmenté de 50 à 60% plus par rapport au salaire de Moscou. Et vous dites, voilà, on fait travailler plus les gens. On fait travailler plus les gens, ils font plus d'heures supplémentaires, donc les revenus salariaux montent rapidement. D'ailleurs, ce sont les 2 seules régions où les revenus salariaux réels, diminués de l'inflation, étaient positifs dès le mois d'octobre. Bon, donc très clairement, il y a une espèce de mise en route de la machine militaro-industrielle russe qui a été extrêmement important. Et là encore,
comment va-t-on faire pour continuer à aider l'Ukraine? C'est indépendant de la question de savoir est-ce qu'il faut aider l'Ukraine ou est-ce qu'il ne faut pas aider l'Ukraine. Mais je dis simplement, maintenant, matériellement, logistiquement, nous n'avons plus de quoi. Nous n'avons tout simplement plus de quoi. Le face-à-face du lundi 20 février avec Caroline Galacteros, géopolitologue, docteur en sciences politiques, qui dirige le think tank Géopragma, le pôle français de géopolitique réaliste, qui est également auteur du blog Bouger les lignes. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour. Bonjour mon colonel, parce que je rappelle que oui. Caroline Galacteros est colonel, et oui, dans la réserve opérationnelle des armées. Non mais, oui, mais... Sans affectation désormais. Sans affectation, mais ça reviendra, Caroline Galacteros. Alors, on va faire un peu l'état des lieux. On vous a reçu toujours avec plaisir à plusieurs reprises dans l'émission et à Sud Radio. Alors, Biden, visite surprise, on ne savait pas du tout, on pensait qu'il était en Pologne, il est allé en Pologne, et puis ça allait s'arrêter là, et il est à Kiev, avec Volodymyr Zelensky, on a écouté depuis ce matin, en direct, il était là, et il a expliqué qu'il allait fournir des armes, et qu'il allait être pour l'Ukraine, pour la guerre, en tout cas, as long as it takes, tant que il faudra le faire. Il est là, et il va fournir tout ce qu'il faut, et voilà, c'était les fusions, etc. Bien, qu'est-ce que, en fait, là, ça traduit quoi? Ça traduit que on va aller jusqu'au bout? C'est quoi exactement qui se dessine? Enfin, on essaie de comprendre. Puis on va parler aussi de Poutine, on va parler des autres pays, la Chine, tout ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça traduit, Caroline Galacteros? Ça traduit la montée d'une grande inquiétude aux États-Unis devant l'évolution du cours de la guerre. Et je dirais que cette visite, bien sûr, ça se veut un coup de pouce et de nouveau l'affirmation d'un soutien à l'Ukraine. Mais en même temps, les responsables militaires, les responsables de l'OTAN, les responsables européens, tout le monde, tous les gens informés et aux affaires savent bien que l'Ouest n'a tout simplement pas les moyens en armement de continuer à entretenir l'élan ukrainien, l'élan armé ukrainien, et que si vous voulez, structurellement, il y a une disproportion telle entre la force de l'armée russe aujourd'hui et qui, d'ailleurs, cette guerre et la manière dont on l'a escaladée en fournissant l'Ukraine, etc., aura contribué, finalement, à faire renaître et à faire se restructurer cette armée russe. Quand vous dites que l'Ouest n'a plus les moyens, non. Concrètement, en quoi? Expliquez-nous en quoi. Parce qu'ils peuvent fabriquer des armes, etc. On ne peut pas fabriquer au rythme où il le faudrait pour pouvoir renverser la vapeur militaire. Les Ukrainiens n'ont plus grand-chose, à vrai dire. Ils vivent donc sous perfusion militaire et économique d'ailleurs aussi, mais de toute façon, il est clair, il est avéré, il est dit maintenant d'une manière assez ouverte. Jens Stoltenberg de l'OTAN l'a dit il y a quelques jours. Le secrétaire général de l'OTAN a dit, mais de toute façon, on n'a pas les munitions déjà, ni les munitions, ni les obus par rapport au rythme imposé, si vous voulez, au tempo de la guerre imposé par l'armée russe désormais, l'Ukraine ne peut pas rattraper et encore moins renverser, sauf à engager, je ne sais pas, des forces occidentales. Ça pourra d'ailleurs. Sauf à engager les forces de l'OTAN humainement. Oui, voilà. Mais on sait là le refus américain, tout simplement, de mettre des Américains officiellement sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas officieusement. Il y a beaucoup de Polonais sous uniforme ukrainien. Il y en a beaucoup qui attendent en Pologne et qui d'ailleurs sont mobilisés. Donc, moi, ce que je crains, et je trouve que cette période est extrêmement dangereuse, c'est la période du désespoir. C'est la période où on arrive maintenant au moment où le poteau rose va se briser, va se voir, et où on va comprendre qu'on a raconté n'importe quoi depuis un an aux opinions occidentales. Le narratif, vous voulez dire? Le narratif, la guerre des perceptions. La guerre des perceptions, elle arrive à ses limites. Et ces limites, qu'on le veuille ou non, qu'on soit content ou non, ça n'est pas le sujet. La guerre des perceptions est en train de se heurter à la guerre d'attrition, qui est une guerre bien réelle, menée et pour l'instant avec des morts, avec des blessés. Voilà,
par les Russes. Et d'ailleurs, le Mossad a confirmé, a donné des chiffres qui vont... Le Mossad israélien. Oui, le Mossad israélien, par l'intermédiaire des Turcs, dans un journal dans la presse turque, a fait sortir des chiffres de pertes qui juste sont en total... c'est complètement l'inverse, et même plus que l'inverse, que tout ce qui est raconté sur tous les plateaux et par tous les responsables politiques occidentaux. Donc, si vous voulez, on arrive aux limites de la pensée magique, là. Et on arrive surtout au moment où on commence à se dire, ok, on a poussé à la roue, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que c'est dangereux, parce que les Américains ont des enjeux politiques internes, et notamment les néoconservateurs, et que on ne peut pas, il est clair qu'ils veulent faire durer. Oui, alors on va serrer ça, mais c'est intéressant. Alors, en fait, ce que vous dites, c'est que on a vécu, en tout cas dans le narratif médiatique, politique, etc., dans une perception de la réalité, un mensonge qui remplaçait le réel. Quoi. Absolument. Absolument, mais ça c'est le propre des impuissants, ils vivent dans les fantasmes. Donc au lieu de considérer la réalité, de se dire qu'on est allé trop loin, que maintenant que la Russie s'est engagée et qu'elle ne peut elle-même plus faire autre chose que d'avancer, il faudrait revenir, c'est ce que j'essaie de prôner, mais je prêche dans le désert, mais je prêche dans le désert, mais il y a quand même eu 50 000 Allemands, ça on n'en entend pas parler dans les médias français, mainstream, il y a quand même eu 50 000 Allemands à Munich il y a quelques jours, il y a un certain nombre de gens, et d'ailleurs le peuple ukrainien mériterait peut-être qu'on lui demande un peu son avis, parce que quand on voit l'enrôlement de force, parce qu'il y a un gros problème de ressources humaines dans l'armée ukrainienne, là, très gros, considérable. Surtout que maintenant, la mobilisation partielle décrétée par les Russes, qui est en train de s'étendre par ailleurs, donc eux se mettent vraiment dans une projection longue maintenant, parce qu'ils ont compris que l'Occident ne va pas être capable d'arrêter l'escalade. Oui, sauf si l'Occident, parce que vous pouvez pas écarter, personne ne souhaite cela, met en garde la Russie en disant attention, ligne rouge. Vous avez vu, par exemple, parlons des lignes rouges. Ça vous fait rire. Ça fait vraiment rire. Non, vous savez, la ligne rouge, c'était justement l'OTAN qui dit si la Chine envoie des armes à la Russie, c'est une ligne rouge. Ah oui, ça vous fait rire. Ça fait peur à Pékin, ça. C'est comme quand notre président dit il ne s'agit pas d'abattre la Russie. C'est sûr, parce il s'agit de vaincre la Russie sans l'écraser. Sans l'écraser, abattre, oui, écraser. Mais comment diable peut-on envisager d'écraser la Russie ou de contraindre la Chine? Nous sommes dans c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer de toutes mes modestes forces. On est dans un bouleversement géopolitique majeur. Cette guerre en est l'un des théâtres. Mais la réalité internationale est en train de complètement changer. Et on a l'impression qu'en Occident, on est une bande d'autruches, la tête dans le sable, et on veut absolument croire que l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental va pouvoir continuer, que l'hégémonie va pouvoir se renforcer, et que s'il faut pour ça mener la politique du pire, on va le faire. Ça ne marchera pas, c'est-à-dire ça va juste devenir de plus en plus dangereux, de plus en plus, alors pour les Européens, n'en parlons pas, c'est la déréliction, c'est la crise. Alors, comment vous expliquez, alors avant de parler de ce bouleversement géopolitique majeur, Caroline Galacteros, on va prendre le temps d'en parler parce que c'est effectivement important, comment vous expliquez quand même, je veux bien que certains soient aveugles, je veux bien, mais comment vous expliquez que pratiquement tous les dirigeants européens, à l'exception de Orban, de l'Hongrois ou deux ou trois autres, sont complètement vent debout pour effectivement continuer. Il faut. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a une agression russe sur l'Ukraine quand même. Ne l'oublions pas. Il ne faut pas aussi ne pas se raconter ça. Bien sûr, mais déjà, il faudrait s'entendre sur quand a débuté cette guerre. Là, c'est clair que, bien sûr, il y a eu une entrée illégitime, illégale, même si les Russes invoquent l'article 51, la responsabilité de protéger, etc. Les populations russophones qui se faisaient quand même allègrement massacrer depuis des années. Mais, bien sûr, il y a une invasion. Ça n'est pas contestable. Mais est-ce que cette invasion est... D'ailleurs, est-ce que Poutine a eu raison, est-ce que Poutine a eu tort? C'est même pas le sujet. Cette invasion, est-ce qu'elle est une réponse, c'est-à-dire précisément la démonstration d'une ligne rouge russe, cette fois-ci, face à une avancée qui est considérée comme militairement
dangereuse, enfin insupportable pour la Russie venant de l'OTAN. Est-ce que c'est ça le sujet, c'est-à-dire est-ce que ça a commencé le 24 février, est-ce que ça a commencé en 2014, est-ce que ça a commencé en 2007 à Munich, est-ce que ça a commencé en 2004 avec la Révolution Orange? Question à se poser, mais comment vous expliquez, justement, pour revenir à ma question, que les gouvernements européens, les présidents européens, les dirigeants européens, considèrent que ça, c'est pas le problème, le problème, c'est qu'il faut choisir son camp, on a choisi son camp. Voilà, parce que nous vivons dans un manichéisme complètement indigent qui nous permet d'être autistes, d'être, j'allais dire, d'être clivés mentalement. Nous sommes dans une perpétuelle, moi j'appelle ça la dissonance cognitive, vis-à-vis du réel, vis-à-vis du souhaitable. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, quoi. On ne veut pas voir ce qui nous dérange, on ne veut pas voir ce qui nous remet en cause, on ne veut pas voir ce qui exigerait de nous un commencement de début de raisonnement propre, parce qu'en fait le problème des Européens, mis à part 2 ou 3, c'est effectivement qu'ils n'ont plus de capacité ni même de volonté de se dire bon, nous on est en Europe là, on est l'isthme de l'Eurasie. Okay, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut être? Quel est notre avenir? Est-ce qu'on veut se couper non seulement de la Russie mais de toute l'Eurasie? Est-ce qu'on veut être en... Quel est notre rôle? Nous, on préfère la servitude et en l'espèce l'alignement, et donc on préfère l'obéissance finalement. Alors c'est vrai, c'est simple. Mais en même temps, on veut pas se battre. Sauf si le chef, si le chef fait des âneries. Parce que c'est quand même ça le sujet. C'est c'est pas l'Amérique qui va payer tout ça. Et ça n'est déjà pas l'Amérique qui paye économiquement et socialement. L'Amérique gagne en ce moment. Voilà. Caroline Galacteros, vous avez parlé, vous dites justement, il y a aujourd'hui, et je voudrais qu'on s'apesantisse un peu là-dessus, en tout cas, ce énorme bouleversement géopolitique mondial. En quoi consiste-t-il concrètement? Qu'est-ce qui est en train d'être bouleversé ou de se bouleverser? Alors d'abord, il n'est pas né le 24 février. Mais la guerre en Ukraine et la manière dont l'ensemble du monde réagit à ce conflit lui donne une accélération à ce bouleversement considérable. Le bouleversement, pour faire simple, c'est simplement que l'hégémonie occidentale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit de toute nature, n'est plus ni souhaitée, ni supportable pour le reste du monde, qui a émergé depuis déjà une bonne vingtaine d'années, autour de la Chine, aussi autour d'une puissance renaissante comme la Russie, et c'est ce qui explique une grande partie de la hargne aussi à l'abattre. Et donc, il y a une bascule du monde au sens où il y a désormais une alternative en termes de modèle de puissance. On peut appeler ça des dictatures, des démocratures, des démocraties souveraines. Non mais Caroline Galacteros, je ne dis pas, on va dire l'Occident c'est mieux. Bon, enfin, franchement, si le modèle doit être le crédit social à la chinoise, l'autocratie, la dictature. Oui, on n'en est pas loin chez nous, ça va venir. Mais non, peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est cette conception de l'Occident où de dire l'Occident, vous voulez tout régner et c'est fini. C'est fini. C'est ça. C'est fini parce que non pas parce qu'on a tort ou raison. Ouais. C'est juste fini. Alors fini pourquoi? Parce que les autres n'en veulent plus. Les leçons, le régime change, l'ingérence intérieure permanente sous couvert de promouvoir la démocratie, etc. etc. Irak, Libye, on a vu tout ça, à quoi ça a mené. Que des désastres. Donc, il faut quand même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, exactement, c'est l'expression qui me vient. Non, mais je veux dire, il y a des dizaines de pays, et on le voit très bien sur l'affaire ukrainienne, au niveau des sanctions, au niveau des réactions, et au niveau des réalignements, même si c'est pas de l'alignement, mais en tout cas, il y a tout un tas de pays qui maintenant se disent, bon, il y a quelque chose face à l'Empire américain et à son appendice européen, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'Occident. Il y a autre chose qui va aussi offrir d'autres opportunités. Et la Chine est évidemment la championne de cela. Donc c'est pas le narratif, encore une fois, sur la démocratie, les droits de l'homme. En fait, c'est pas du tout le sujet. Le combat, il est économique et financier. Il est pour abattre
le dollar comme monnaie d'échange internationale dominante. Oui, j'allais Pour dire lui que trouver- un des bien enjeux sûr. majeurs, c'est celui-là, C'est l'enjeu celui-là majeur. oui. qui est derrière tout. Ouais. C'est-à-dire que C'est-à-dire le dollar avait la transactions, prééminence totale, les transactions ne pouvaient se faire qu'en dollars, et ça, c'est en train de se terminer. et c'est ce qui permettait aussi l'extraterritorialité du droit américain. Tout Bien ça sûr. est en train d'être battu en brèche de manière très méthodique et de plus en plus consolidée autour d'un autre pôle, d'un grand pôle qui lui-même sera, enfin, où il y a des sous-régions, entre guillemets, et des alignements des pays, d'ailleurs parfois vers l'Occident, parfois vers ce pôle-là, selon les sujets. C'est-à-dire chacun va Oui. faire son marché. Chacun va C'est ce être qu'on pragmatique un peu, voilà, c'est ça. c'est ce qu'on appelle la multipolarité du monde. Et donc, alors on le voit, on parle toujours des BRICS, mais vous avez aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, vous avez les organisations eurasiennes économiques, dont en France on a l'air d'ignorer jusqu'à l'existence. Ouais. Mais c'est à nos portes. C'est quoi Donc, alors? qu'est-ce Attendez, qu'on rappelez fait ce que c'est Shanghai et l'Organisation eurasienne économique. Ça comprend qui, combien de puissance aujourd'hui? L'organisation économique autour de la Russie, là pour le coup, Oui. c'est une espèce de contre-UE, mais dans laquelle tous les autres viennent. Contre l'Union européenne. Enfin, Oui, contre l'Union c'est-à-dire- européenne. mais oui. c'est-à-dire qu'il y a une structuration des marchés, une structuration des projets. Surtout, il y a un maillage d'infrastructures et de projets dans tous les sens de collaboration, de coopération, pas seulement militaire. Donc scientifique, ça technologique, peut industrielle. aboutir, Caroline Galacteros, à la création d'une monnaie rivale du dollar? Ah oui, Est-ce que je c'est pense ça l'idée? qu'à 10 ans, les BRICS sont en train d'imaginer déjà un panier de monnaie, et c'est ce qu'on appelle la R+. Bon, il va y en avoir, il va y en avoir peut-être d'autres. Le yuan. Si vous voyez les mouvements financiers, si vous voyez la manière dont tous ces pays rachètent de l'or à l'argamanu, enfin, Ouais. tout ce qu'ils peuvent, etc., ils essaient de se dégager au maximum de leur dépendance au dollar et C'est donc ça. de leur exposition à les décisions, les oukas américains. Pardon de ce mot russe pour parler de l'Amérique, mais enfin, non, en mais tout cas, la Mais manière d'imposer. est-ce que sa volonté aux autres. ça pour vous c'est parti et ça va se manifester dans les années qui viennent, dans les mois De et les plus années en qui plus. viennent? Mais c'est Ouais. déjà énorme, mais on n'en parle absolument pas ici. On n'en parle pas. Là, on découvre que la Chine et l'Iran, ou que la Chine et la Russie. Oui. La Chine mais vient ça de fait conclure des- un accord énorme avec l'Iran. Oui, mais il y avait notamment. 400 milliards de dollars il y a déjà quelques années. Je veux dire, tout ça ne fait que se poursuivre. Et l'Inde, et l'Égypte, il y a un certain nombre de pays qui sont aussi des puissances. Alors l'Inde, l'Inde n'aime pas l'Égypte, hein, mais si vous voulez, tout ça, ça va faire un gros agrégat de ceux qui ne supportent plus les leçons occidentales. Est-ce que SWIFT a joué un rôle, le blocage des avoirs américains bien sûr, les Russes des ont- avoirs russes, pardon, par les Américains au moment des embargos, etc., des sanctions? Ils ont sorti la Russie de SWIFT et la Russie a fait son SWIFT à elle. Ouais. Voilà. Bon, j'oublie toujours l'acronyme, mais qui marche très bien, merci. Je veux dire, c'est une question de volonté. Et c'est ça, pour moi, là encore, je ne porte pas de jugement. J'observe. C'est ça, pour moi, le sujet, c'est que Vladimir Poutine, en faisant ce qu'il a fait, il a pris des risques, ça lui coûte une fortune, c'est dangereux politiquement, c'est lourd, c'est lourd sûr. stratégiquement sur le long terme si la guerre dure, etc. Mais il a montré au monde entier qu'il était possible de résister. Oui, à la toute-puissance C'était américaine possible, oui. surtout, d'ailleurs. Américaine C'est pas- surtout. Oui, mais alors justement, Caroline Galacteros, le problème qui est posé, c'est que est-ce que l'Amérique n'est pas prête, et la manifestation de Biden à Kiev, juste derrière tout ça, n'est pas prête à aller très loin pour défendre son dollar et l'extériorité? Parce qu'imaginez-vous, vous savez bien très sûr, bien à c'est quoi le se monte danger. la dette américaine aujourd'hui. C'est le danger. Tant qu'ils ont la planche à billets, qu'ils peuvent fabriquer du dollar comme ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais si on met le dollar, et c'est ce qui est en train de se passer, en danger, jusqu'où pourront-ils aller pour dire, attendez les gars, non, c'est pas fini? Ils vivent au crédit du monde depuis très très longtemps. Oui, Donc, enfin ça a marché. Oui, Voilà. ça a marché tant qu'il n'y avait pas quelque chose en état de dire, finalement, là maintenant, vous n'êtes plus tout seul. Oui, mais alors est-ce qu'ils peuvent... C'est la volonté de promouvoir l'hégémonie
contre l'évidence, si vous voulez. Ouais. Donc soit Enfin, ou faire une autre hégémonie aussi. Enfin, il faut bien dire. oui, mais ça va Faut être pas un Poutine équilibre. est aussi peut être hégémoniste, si vous voulez. Ah, je pense pas du tout que la Ouais. puissance russe soit hégémonique. Ouais. Alors, pas du Pour tout. le moment, non, en tout cas. Non, mais culturellement, je veux dire, ils sont. Alors eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils veulent juste le retour à la Charte des Nations Unies, ce qui est déjà un gros sujet, et pas le monde par les règles, ce qui est maintenant le nouveau mantra américain. Il n'y a plus d'ordre international, le droit international. Passons au monde par les règles. Qui édicte les règles? Ah, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez, il y a un vrai sujet sur la structure du monde. Est-ce qu'on accepte sa multipolarité Ou pas. Ouais. ou pas? Et est-ce qu'on travaille en cherchant des équilibres qui seront tous imparfaits, qui seront tous, mais où on part Non, du mais- respect des acteurs ou pas? Juste un mot, il y avait quand même une double hégémonie au temps de la guerre froide. Il y avait l'URSS et les États-Unis. Hein. Absolument. C'était bipolaire à cette époque-là. Bon, après il y a eu toute la période, vous la connaissez au moins aussi bien que moi, de la fin de l'histoire de Monsieur Fukuyama. On a vu ce que ça donnait, puis le 11 septembre, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, vous dites, est-ce qu'on va accepter, ou est-ce que l'Occident va accepter le monde multipolaire? Ouais, il faut C'est ça. l'accepter. Sinon, nous, on est morts. Nous, les Européens, dans ce monde qui va exister de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que la pensée magique a des limites. Donc, si vous ne l'acceptez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existera pas. Ça va exister, mais contre vous. Mais voilà. Voilà. Donc il C'est un faut, vrai il faut problème. comprendre ça. Il faut redimensionner toutes nos politiques, toutes nos projections d'influence, tous les partenariats qu'on fait. Il faut désidéologiser tout ça. Et ça, pour l'instant, on n'est pas capable. On est dans un manichéisme et une propagande absolument ahurissante, sauf que c'est en train de nous péter à la figure. Voilà. Oui, là, la fameuse perception. Ah oui, voilà. Le réel, on s'en fout. Voilà. Ce qui Oui, compte, bah c'est oui. notre perception Voilà. du C'est réel. comme dans la société d'ailleurs. On est maintenant, on est. Voilà. En fait, alors on parle des chiffres. Il faudrait peut-être parler des chiffres parce que quand même, il faut bien dire que vous savez, certains disent oui, alors ce sera la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est vrai que les Ukrainiens se font massacrer. Enfin, en tout cas, les soldats, etc. Alors où on en est exactement? Mais je voudrais des chiffres qui ne soient pas biaisés. Est-ce que vous en avez, Caroline Galacteros? Alors, écoutez, il y en a qui ont été donnés assez récemment via la presse turque comme des chiffres venant du Mossad. C'était au 15 janvier, à peu près. Enfin, les chiffres ont été oui, bon, arrêtés il y a eu- à peu près au 15 janvier. D'accord, il y a un mois, oui. Voilà. Et on arrive à... Donc, écoutez bien, hein, Oui. 157 000 morts ukrainiens. Soldats ukrainiens. Soldats. Oui. Euh, Combien de et est-ce qu'on sait le nombre des Russes? Et Parce le que- nombre des Russes, Oui. d'après Oui. cet état des lieux, est de 18 000 quelque chose. D'accord. Voilà. Donc on est de 1 à 10, mais à l'inverse de ce qu'on raconte depuis un an, puisqu'on raconte depuis un an que l'armée russe est en morceaux, qu'ils s'habillent chez Decathlon, qu'ils n'ont plus rien, les pauvres. Enfin c'est lamentable, ils sont tellement mauvais. Enfin, tout ça. chacun sait Voilà. que Russie Donc, Ukraine on c'est est- pas la même. Non mais on est ouais. on est dans un délire. Oui, mais si vous écoutez les plateaux, c'est-à-dire pour Ouais. faire consentir les populations, non seulement à plus mettre de chauffage, mais à ce qui les attend économiquement, qui est quand même pas très brillant, même Ouais. si on continuera à faire des chèques, enfin jusqu'à un certain point, parce qu'on est Certes. très très endettés nous-mêmes. Donc pour faire consentir les gens à la guerre, il faut quand même à un moment donné leur raconter n'importe quoi quand la réalité. Et c'est pas va nouveau, contre. hein, ça allait le Voilà. bourrage de crâne, Donc comme on 1 dit. à 10 en faveur de la Russie concernant les morts et 1 à 7 à 8 concernant les blessés. D'accord. Voilà. Donc c'est assez. Mais c'est les chiffres du Mossad donnés par la presse turque. Voilà. Bon, Enfin, à c'est pas... vérifier, mais oui. Voilà. Non, Bon, d'accord. alors vous pouvez arrondir, baisser. Non, non, il je y a comprends. des chiffres donnés par une organisation. Il y a quelques jours là, qui s'appelle, j'ai oublié, Bah. qui s'appelle, enfin une bah, organisation oui. américaine, je Oui. crois bien, qui dit que c'est même pas 18 000 morts, c'est 14 000 côté russe. Mais Voilà. alors comment vous expliquez? Et je termine, une Oui. chose très importante, parce que là, on est parti en plein délire, les crimes contre l'humanité, les massacres, les viols de masse, tout ça côté russe, les Ukrainiens bien sûr étant des anges, c'est bien connu, même si dans toute guerre, il y a des crimes de guerre, naturellement. Bien sûr, il y en a. Il faudrait quand même se calmer un peu. L'ONU, le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en février, là,
a publié son dernier bilan qui fait état de 7000 morts civils depuis un an, ce qui est déjà 7000 de trop, on est d'accord. Bien sûr. Et pour arriver et de 13 000 blessés civils. Voilà. Oui. Alors, mais justement, encore une fois, nous parlions des dirigeants d'Europe, mais en fait, en Amérique, qui est quand même de ce point de vue-là, la liberté d'expression est quand même plus grande. Reconnaissons ça à l'Amérique, qui est d'ailleurs, je dirais que l'Amérique a beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, mais enfin moi, j'aime bien les États-Unis, j'aime moins peut-être certains aspects, il faut dire, de la politique américaine, mais je reviens à l'essentiel. Il y a quand même une liberté d'expression, même si elle n'est pas complète, c'est moins qu'on puisse dire, mais eh bien beaucoup, comment ça se fait que certains militaires américains, certains dirigeants américains, est-ce que c'est par, entre guillemets, patriotisme, en disant il ne faut pas rompre le front commun, le front uni, ne s'élèvent pas sur cette conduite de la guerre, sur cette gestion de la guerre? Alors, je parle de l'Amérique, là. Alors, d'abord, effectivement, les meilleures sources, moi, en tout cas pour moi, meilleures sources ouvertes d'évaluation du conflit au plan militaire et d'ailleurs dans l'interprétation des questions diplomatiques aussi, sont américaines et britanniques. Ah oui, intéressant. Je pense qu'ici, en France, il serait bon quand même de s'y intéresser à tous ces gens-là, parce que ce sont de véritables mines et qui ne sont pas démenties par les faits. Bon, donc quand même, on pourrait sortir aussi un peu de la pensée magique. Alors, pourquoi un certain nombre de militaires américains de haut rang oui. Il y en a très peu qui l'ont fait. Wesley Clark avait osé le faire au début des années 2000, ça lui a coûté fort cher. Le général Milley, donc le chef d'état-major américain, si vous voulez, il y a quelques mois disait oulala, on se calme, la Russie va gagner, il faut arrêter les frais, il faut négocier. Il a été remis au pas. Il y a 3 jours, il a quand même expliqué, faut quand même le faire. Enfin, dans le genre retournement à 180 degrés, c'est extraordinaire. Il a expliqué que la Russie avait perdu, stratégiquement, tactiquement, opérationnellement. Et militairement. Ce qui est faux, clairement faux, toute la planète peut le voir, toute la planète informée peut le comprendre. On va, ça, écoutez, de qui vivra, donc, si vous voulez, vivra encore verra. Il y a un verrouillage du système. Oui, mais il n'y a pas d'homme politique en Amérique, juste une question, à votre connaissance, qui a pris position. Trump se tait là-dessus. Trump se tait pour l'instant. Ouais. Moi, il y a une femme, mais alors on va me dire, ça y est, elle est horrible, elle est infréquentable. C'est une femme qui s'appelle Tulsi Gabbard. Ah oui, jolie femme en plus. Très jolie femme, très jolie femme. Elle est sénatrice, non? Sénatrice d'Hawaï ou... Non, pas d'Hawaï, non, c'est oui, Tulsi Gabbard, on la connaît. Non, c'est pas Hawaï, mais enfin bon, on retrouvera ça, Tulsi Gabbard. Lucien, essayez de voir si on... Tulsi... Alors elle y va franco, elle dit la vérité. Il y a aussi certains députés européens, l'irlandaise Claire Daly, Anderson et compagnie, il y en a quand même quelques-unes qui osent l'ouvrir et qui le font de manière très véhémente. Comme par hasard des femmes d'ailleurs, comme par hasard. Mais pour le reste, le système est complètement verrouillé. Quand vous voyez ce qui se passe avec Mark Milley, comme il a changé, on aurait dit Colin Powell avec sa fiole, quoi. C'est ahurissant. Il est évident que l'OTAN, c'est la ligne rouge. On le savait. Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on en parle en Russie, quoi, et qu'on le dit partout, et qu'on propose 12 000 solutions pour ne pas en arriver là. Donc, il faut arrêter de se mentir quand même. On a joué et on est en train de perdre. Voilà.